Bonjour à tous et merci de prendre le temps de visionner cette présentation. Je m'appelle Christopher Beaune et je suis masterand à l'Université de Lorraine. La communication qui suit est extraite d'un travail de mémoire et s'interroge sur la problématique suivante: prisonniers de la forme scolaire en temps de crise sanitaire. L'enjeu de ce mémoire est d'observer les changements et l'influence des mesures sanitaires sur la forme scolaire actuelle et surtout la manière dont les individus répondent à ces mesures afin d'identifier des éventuels obstacles pour une reconstruction de la forme scolaire. Donc cette étude se concentre autour du concept de forme scolaire tel que l'a défini Guy Vincent, à savoir la constitution d'un univers séparé pour l'enfance, l'importance des règles dans l'apprentissage, l'organisation rationnelle du temps, et la multiplication et la répétition d'exercices n'ayant d'autre fonction que d'apprendre et d'apprendre selon les règles. Cette théorie permet d'envisager l'école dans sa dimension évolutive et permet d'étudier les transformations au cours de l'histoire de ce qui fait ou a fait l'école. La crise sanitaire a apporté d'énormes contraintes et a transformé la forme scolaire dans de nombreux champs, dont notamment, et c'est ce que nous allons voir dans cette communication, l'idée de la constitution d'un univers séparé pour l'enfance ou de l'importance des règles dans l'apprentissage. Mais la forme scolaire est également une forme particulière de socialisation qui s'est démocratisée et répandue dans de nombreux domaines, comme l'attestent les auteurs de l'ouvrage L'éducation prisonnière de la forme scolaire, dont le titre m'a largement inspiré pour cette communication, qui est un ouvrage collectif dirigé par Guy Vincent. Là aussi, donc, ce mode de socialisation est soumis à de nombreuses règles qui sont altérées par les mesures sanitaires. Afin de rendre compte au mieux de ces changements, l'inspiration méthodologique est celle de l'analyse institutionnelle telle que pratiquée par Georges Lapassade. Ce dernier était un universitaire reconnu comme philosophe, ethnologue, sociologue, mais aussi et surtout théoricien de l'analyse institutionnelle. Il s'agit plus précisément ici d'une analyse interne dans un collège classé réseau d'éducation prioritaire renforcée de l'agglomération nancéenne, dans lequel j'exerce en qualité d'assistant d'éducation. Les données recueillies sont des observations empiriques compilées dans un journal de bord, dans lequel je notais tous les soirs les échanges informels, les photos, des situations étonnantes. Cette démarche me permet d'objectiver la pensée et de compiler les données pour pouvoir ensuite les comparer et les comprendre. Le gros avantage de cette démarche est une observation plus écologique de la vie dans un établissement scolaire, dans ses dimensions socio-affectives quotidiennes, car je suis un acteur de l'établissement et non un observateur externe. Et bien sûr, une des désavantages, c'est que cela ne décrit qu'une certaine réalité, et celle du hors-classe, puisque je n'avais pas accès aux classes ou très peu, et cela inclut également une part de subjectivité dans les observations. Alors, est-ce une chance pour la TACD, cette situation sanitaire? On pourrait penser a priori que non, parce qu'il y a énormément de contraintes, de restrictions qui ont été mises en place, qui détruisent complètement la relation didactique. Et pourtant, on a pu voir l'émergence de situations nouvelles, c'est-à-dire que tout ce qui relevait avant de l'hypothèse expérimentale euh, est aujourd'hui une réalité. L'exemple du port du masque obligatoire, par exemple, qui remet en question tout ce qui touche à la proxémie dans la transaction didactique, oblige les enseignants comme les élèves à trouver de nouveaux moyens de se comprendre dans l'action conjointe. Et cette situation, ou du moins sa soudaineté et sa brutalité, ont accéléré les changements, mettre en place des expériences et d'ordinaire longs et artificiels, mais là, grâce à cette situation sanitaire, nous avons des individus contraints et obligés de s'adapter de manière complètement naturelle, si je puis dire. Donc, comme je l'ai évoqué, cette situation sanitaire a profondément changé le fonctionnement habituel des établissements scolaires. Pour cet établissement-ci, les élèves sont d'ordinaire accueillis à 7h55 et la sonnerie retentit à 8h05. Mais afin de limiter le brassage aux abords de l'établissement, la direction a pris la décision de modifier les emplois du temps et de diviser les effectifs par deux en faisant rentrer les classes de 6e et 4e à 8 heures et les classes de 5e et 3e à 9 heures. Les élèves se présentent obligatoirement avec leur carnet comme d'habitude, mais désormais avec un masque. Et ceux qui n'en ont pas peuvent s'en procurer un à l'administration, car il y a fréquemment des oublis. Et ils se rendent ensuite dans leur salle de classe en suivant les marquages au sol, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et je précise ici qu'il s'agit bien de leur salle de classe et non plus de la salle de classe, car si d'ordinaire les professeurs disposaient d'une salle de classe, désormais ce n'est plus le cas. Ce sont eux qui changent de salle entre les heures, et les élèves sont assignés à une table avec un plan de classe qui est figé et affiché sur les murs.
Le port du masque a sensiblement affecté l'expérience scolaire des élèves, comme l'atteste ce projet réalisé par des élèves de 6e. Au cours d'un échange informel avec une enseignante d'anglais, celle-ci m'exprima son ressenti. Avant, je les accueillais avec un sourire, je faisais une réflexion sur leur coupe de cheveux, leur nouvelle basket. Maintenant, quand je les accueille, c'est avec du gel hydroalcoolique. Elle m'expliquait également la difficulté qu'elle avait à créer du lien avec ses élèves, car l'impossibilité de capter les microsignes dans les expressions faciales complexifie la transaction et la relation didactique. La difficulté également qu'elle éprouvait à la perte de sa salle complexifiait sa pratique. Elle me disait, avant quand j'avais ma salle, c'était leur salle. Je pouvais afficher leurs travaux et puis ils pouvaient comparer avec les autres classes. Maintenant, comme ce n'est plus leur salle d'anglais, je peux pas afficher des trucs sur les murs par exemple. Cet aspect est fondamental car la dépossession de l'espace scolaire ou l'impossibilité de l'appropriation de celui-ci pour les enseignants éloigne un peu plus les élèves de l'objet de savoir. Là où un enseignant pouvait créer un milieu didactique stimulant avec une réelle visée propédeutique est désormais impossible. De tous les enseignements, l'EPS est la discipline qui a certainement été le plus touchée par les restrictions sanitaires. Et pour cause, elle est la plus à risque de propager le virus. Et les enseignants avaient d'ailleurs alerté dès la pré-rentrée à ce sujet. Il y avait une très grande instabilité autour de cette discipline, notamment concernant les suppressions d'heures, l'impossibilité d'accéder au gymnase, l'obligation de faire cours en extérieur, ou encore l'interdiction de certaines activités sportives. Et ces restrictions pouvaient évoluer d'une semaine à l'autre. La cour de récréation et le préau, que vous voyez ici à l'écran, sont alors devenus les seuls lieux possibles de la pratique de l'EPS dans l'enceinte de l'établissement. Et on remarque que l'espace est très restreint et très peu praticable, car il n'est pas conçu pour cela au départ. Et de plus, lorsque la cour était enneigée, elle était alors interdite aux élèves car elle devenait glissante et dangereuse pour eux, et le préau était alors le seul espace disponible. Les activités proposées étaient alors très limitées, courses d'orientation, ultimate, balle aux prisonniers ou courses à pied. Il a fallu pour les enseignants trouver des alternatives telles que des cours théoriques sur le sport en salle de classe ou alors des activités sur ordinateur. Ils ont également modifié leurs tâches habituelles en se rendant disponibles pour d'autres besoins, tels que la surveillance de la cour, des étages, de la demi-pension, de la co-animation avec des enseignants d'autres disciplines, des couvertures de livres nouvellement arrivés pour le CDI, etc., etc. Ils ont dû alors se réinventer et faire preuve d'adaptabilité et d'innovation pour continuer leur métier. Afin de limiter les surfaces aérées et à désinfecter pendant la pause méridienne, les adultes mangent désormais dans la même salle que les élèves. Cet élément est loin d'être anecdotique, car si jusque-là les enfants disposaient d'un moment entre eux, sans le regard de l'enseignant, et réciproquement d'ailleurs, ce n'est désormais plus le cas, et nous pourrions presque dire quasi métaphoriquement que nous mangeons tous à la même table. On peut toutefois noter que la séparation adulte-enfant continue d'exister physiquement, car les enseignants ont pour obligation de prendre leur repas sur les manches debout que vous voyez au premier plan à la périphérie de la salle. Ils ont donc une position surélevée par rapport aux élèves, ce qui rappelle symboliquement la hiérarchie de statut. Mais j'ai pu observer dans ce contexte des situations qui n'auraient probablement jamais eu lieu auparavant. Si nous partageons tous le même repas dans la même salle au même moment, des interactions sociales se créent inévitablement. Du côté des enseignants vis-à-vis des élèves, ces interactions sont majoritairement des rappels à l'ordre, mais différents de ceux habituellement prononcés en salle de classe. Mange correctement, ne joue pas avec la nourriture, etc. Certains enseignants étaient d'ailleurs très surpris de découvrir leurs élèves d'une part sans masque et d'autre part dans un contexte où ils réinvestissent leur statut d'enfant ou d'adolescent et non plus celui de l'écolier. Alors, que pouvons-nous tirer de ces quelques exemples si l'on veut envisager une reconstruction de la forme scolaire, pour reprendre le terme d'Henri Louis Gault? De nombreux rituels très anciens et ancrés subsistent et entrent désormais en conflit avec les mesures sanitaires. Mais les individus ont su faire preuve d'adaptabilité pour réinventer en partie l'école. Certes, il n'y a pas d'exemple exemplaire que nous pourrions retenir et généraliser concernant la pratique de l'enseignement. Toutefois, cette situation si particulière laisse apparaître de nouveaux modes de socialisation et de nouvelles possibilités d'envisager la vie en communauté à l'école. Enfin, il est pour l'heure trop tôt pour déterminer les conséquences réelles et profondes des changements actuels. Mais nous pouvons tout de même remarquer un possible obstacle à la reconstruction de la forme scolaire, quelle que soit la dimension dans laquelle elle est envisagée. En effet, une refonte des pratiques et des rituels essentiels au bon fonctionnement de la forme scolaire actuelle nécessiteront un réel temps d'adaptation et d'apprentissage pour les membres de la communauté éducative. Ils sont pour l'heure prisonniers de modes de sociabilité très anciens et consolidés par le temps jusqu'à devenir quasi immuables. La crise sanitaire a apporté d'énormes contraintes pour les relations sociales et didactiques. Mais si de nouveaux verrous sont apparus, alors de nouvelles portes sont également apparues. Et celles-ci nous ouvrent un monde des possibles et des pistes de réflexion pour une reconstruction de la forme scolaire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous laisse avec cette citation d'Hannah Arendt qui nous laisse effectivement à réfléchir.